Bienvenue dans En cas de tracas, le podcast où l'on parle alimentation émotionnelle. Vous savez, c'est ce moment où après une journée stressante, vous ouvrez le placard et finissez un paquet de gâteaux. Alors pour mieux comprendre ce qui se passe, je vous propose d'explorer les liens complexes entre vos émotions, votre alimentation, votre corps et votre santé mentale. Dans ce podcast, vous découvrirez des récits touchants, des outils pratiques, des discussions enrichissantes pour vous aider à tisser une relation sereine avec la nourriture et avec vous-même. Votre alimentation est un langage. Apprenons à le décoder ensemble pour mieux vous comprendre. Et au fait, moi, c'est Julie Rojon, autrice du livre Libérez-vous de l'alimentation émotionnelle, thérapeute et formatrice. J'accompagne des personnes qui souhaitent transformer leur rapport à l'alimentation et forme des professionnels à intervenir sur ces thématiques. Maintenant, c'est parti, place à l'épisode. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Laurence Aura. Laurence, elle est psychologue et diététicienne. Elle accompagne depuis plus de 20 ans celles et ceux qui cherchent à se réconcilier avec leur corps, leur poids, leur image. Dans ses livres, et si vous trouviez enfin votre poids idéal et la révolution ménopause, elle aborde sans détour des sujets encore trop souvent tabous. La charge mentale autour de l'alimentation, les injonctions faites aux femmes, la réalité biologique de la ménopause. Dans cet épisode, il est question de ce qu'on avale quand on dit qu'on a faim, de ce que le corps retient quand il ne peut pas tout dire, des poids qu'on porte sans qu'aucune balance ne les mesure, des silences, des trop-pleins, de ces deuils à franchir, et surtout de ce que ça veut dire profondément de prendre soin, vraiment soin de soi. Bonjour Laurence et bienvenue à ce micro. Bonjour Julie. Qu'est-ce que tu souhaiterais ajouter pour les personnes qui nous écoutent et qui te découvrent ou te redécouvrent ? Ces deux livres sont la suite de 5 ou 6, je ne sais même plus, autres livres que j'ai écrits entre 2008, mon premier ouvrage, et 2023, celui sur la ménopause. Et puis que, en fait, je pense que j'ai fait de mon activité professionnelle, mon idée et ma mission que je me suis donnée d'une certaine manière, c'est d'accompagner les femmes, particulièrement les femmes, parce que c'est les femmes et les hommes, mais ce que je constate après une vingtaine d'années d'exercice professionnel, de profession libérale, où j'ai reçu de consultations, j'ai reçu des patientes qui m'ont raconté leur vie et des milliers de patientes, c'est que finalement la femme, par sa vie hormonale, par sa vie génitale, par sa place dans la société, comme tu le disais très bien dans cette présentation, elle est finalement à tout moment de sa vie prise dans un vortex qui la met potentiellement en conflit avec son poids, son corps ou son alimentation, ou est son alimentation. Et finalement, mon travail, c'est de les aider à se réconcilier, à s'aligner, à se mettre en phase, à rasséréner leur rapport à leur corps, leur poids et leur alimentation. Et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que finalement, c'est toutes les étapes de vie qui peuvent nous mener à avoir un déséquilibre vis-à-vis de l'alimentation, l'image qu'on a de soi, et tout ça, ça peut commencer très tôt. Et je suis tombée sur une photo de toi, il me semble, avec ta sœur, vous étiez enfant. Et cette photo, elle m'a marquée parce qu'elle me semblait déjà interroger l'apparence, les corps. Et ça m'a donné envie de te demander, quel souvenir, toi, tu gardes de ton rapport à la nourriture quand tu étais petite ? C'est vrai que tu allais me demander mon rapport au corps, mais on va commencer par la nourriture. Ça peut être aussi le rapport au corps. Ouais. Alors mon rapport à la nourriture, il est, quand je suis toute petite, il est très gourmand. Je suis un gros bébé de 4,40 kg en 1968, c'est vraiment un gros bébé, issu d'une maman qui est très fine, 1,66 m, donc on s'attend pas forcément à ce qu'elle sorte une petite balèze de 4,40 kg. Et en fait, mon rapport à l'alimentation, il ressemble à ce qu'on me dit de ce que j'étais bébé. C'est-à-dire, j'ai vu à la naissance, je regardais tout autour de moi, paraît-il. Alors bon, après, les gens enfin, c'est écrit, cela dit, dans mon carnet de santé. Donc c'est marrant, il y a une sorte de curiosité dans ma façon d'aborder le monde dès la naissance. De manière aussi de me faire entendre, puisque j'étais inversée, je dormais le jour, je hurlais la nuit, aussi les gens de familiales. Et 4,40 kg, donc forcément, tu vois, un bébé qui est quand même costaud. J'avais faim, j'étais allaitée, je crois. Et de mes premiers souvenirs, en fait, j'adore manger. Je suis très gourmande.
Assez vite, on me dit Laurence, il vaut mieux l'avoir en pension qu'en... Non, c'est le contraire. En photocatable? Il vaut mieux l'avoir en photo qu'en pension. Alors moi, on me disait en photo qu'en pension, ce que je comprenais pas du tout. Je comprenais pas ça. Mais en même temps, on me fait des farces. Ma mère a une grande famille. J'ai beaucoup de cousins, oncles, tantes, etc. Et on allait en vacances ensemble. Une fois, on m'a fait manger du poivre en me disant que c'était des bonbons. En fait, tu vois, je suis facile à duper. Je suis très candide. Donc, je sais pas si tout ça fait une petite personnalité de mangeuse, mais en tout cas, après, je suis aussi très néophobe. Donc, j'ai un rapport à l'alimentation. Je suis gourmande, mais j'aime des choses qui sont très ciblées. Vraiment, néophobie alimentaire, je sais pas si tu as envie de l'expliquer ou si j'en dis deux mots. Tu peux si tu veux, je pense que ça intéresserait. Oui, alors la néophobie alimentaire chez l'enfant, elle touche 75% des enfants, mais moi à mon époque je ne le savais pas, je l'ai appris beaucoup plus tard. 75% des enfants, et en fait c'est à peu près situé entre globalement 3 ans et globalement 8-9 ans, et c'est un refus de la nouveauté, avec des gros guillemets, puisque la nouveauté c'est surtout se tourner vers des choses qui sont plutôt glucidiques, les pâtes, le riz, plutôt blanches, le poulet, vraiment un refus des légumes, parfois des fruits, ou alors des légumes de certaines couleurs, les oranges, les rouges, ça passe, mais tout ce qui est vert, tout ce qui est un peu fibreux avec une consistance, une texture spéciale, ça passe pas. Donc voilà, la néophobie alimentaire, elle touche l'enfant, en général, elle se résorbe de façon assez naturelle. Quand on propose à l'enfant de goûter un certain nombre de fois des choses nouvelles, qu'on le rassure en mangeant avec lui, en règle générale, ça passe, mais il y a des adultes qui restent néophobes, et moi je pense que je suis restée néophobe assez tard. Mais ça tombe bien, j'étais issue d'une famille où on mangeait pas des masses de légumes, tu vois, c'était pas. Mais j'ai des souvenirs assez traumatisants d'assiettes d'épinards devant lesquelles on me laissait justement toujours en vacances là. Moi, j'avais un oncle qui était très dur, un médecin généraliste, vieille école. Il fallait finir son assiette. On me laissait devant moi ma flaque d'épinards. La fameuse injonction. J'ai là pendant. Je peux pas voir un épinard hein, encore aujourd'hui. 50 ans plus tard, ça n'est toujours pas possible. Et voilà, donc c'était à la fois déjà un peu conflictuel sur certains aspects, mais en même temps une espèce de côté comme ça curieux. Assez gai. Assez gai, voilà, plutôt joyeuse, c'est ça. Et il y a, dans ce que j'ai entendu, il y a aussi peut-être beaucoup de choses qu'on t'a transmises, des étiquettes qu'on t'a collées sur le front, tu vois, de la petite fille que tu étais. Et c'est vrai qu'il y a souvent des mots qu'on entend quand on est jeune et qu'on traîne longtemps. Toi, quelles sont les remarques, s'il y en a, que t'as traînées et qui t'ont le plus pesé dans ton histoire de vie? Celle-là, il vaut mieux l'avoir en photo qu'en pension. Sous-entendu, tu manges beaucoup et donc tu coûtes cher et donc voilà. Celle-là, elle m'a vraiment pesé. La preuve, c'est que je m'en souviens. Je pense ce truc du bébé de 4,40 kg, mine de rien. Et je reparle de cette photo que tu as vue sur Instagram avec ma sœur qui était... On fait la même taille toutes les deux, on est très grandes, mais moi j'ai 3 ans et demi de moins qu'elle, donc forcément à l'âge où on a pris cette photo, je dois avoir à peu près 5 ans, 5-6 ans et elle 8-9 ans. Et elle est toute maigre, enfin elle était toute maigre, on voyait ses côtes, c'était un des garçons manqués, moi j'étais très placide, contemplative, elle montait aux arbres, elle sautait partout, elle défendait tout le monde, elle était vraiment hyper tonique quoi. Et moi on me disait par exemple, Laurence, mais va te baigner au lieu de lire, tu vois ce genre de truc, genre alors va dehors, va te baigner, c'était plus ça, sur des injonctions, enfin sur ce qu'on a pu me dire sur mon corps. J'ai pas beaucoup de souvenirs, sauf cette comparaison avec ma sœur, parce que tu sais, on me refilait ses vêtements et tout, et donc il y avait des trucs dans lesquels où on nous habillait pareil. Et moi, je pense que très tôt, j'ai eu une morphologie qui était très différente de la sienne et qui s'est très vite posée. Je me souviens à 7 ans. En fait, j'ai plus des images de moi à certains moments. À 7 ans, je me vois en danse classique. J'ai absolument pas un corps, on va dire, fait pour la danse classique, en tout cas par rapport aux autres petites filles, là. 7-8 ans, quand t'es très androgyne. Moi, je l'étais déjà plus androgyne. Et pourtant, j'ai été réglée à 15 ans, donc c'était pas une question de... C'est vraiment une question de morphologie. C'est ça. J'ai vraiment ma morphologie, je l'ai depuis toute petite. Et donc, je me revois et je me vois dépasser tout le monde d'une tête, être la plus...
pataudes, tu vois, sûrement des petites filles. En tout cas, moi, je me voyais comme ça. Et d'être gênée par ce truc de dépasser tout le monde du tête. Ça m'a suivi très longtemps. En fait, c'est plus peut-être ma taille qui m'a posé un problème que réellement la forme de mon corps. Mm. Et après, moi, je suis de la génération où on mettait des jeans ultra serrés. Alors là, c'est plus l'adolescence. Mais ma mère nous les cousait, nous recousait le jean sur le corps, tu vois, parce qu'on le voulait serré, serré, serré. C'était un slim taille haute. Et donc, on est en 80 à peu près, tu vois, entre 80 et 85. Et très concrètement, je pense que j'ai pas du tout la morphologie pour porter ce genre de truc. Mais bon, je suis un peu. Enfin, je pense que, en tout cas, par rapport aux femmes qui ont été ados et jeunes adultes dans les années 90, moi, je suis passée la dizaine d'avant et je pense qu'on avait moins de pression sur le corps, vraiment moins de pression sur le corps que. Donc, j'ai pas subi vraiment de remarques. Je pense que le fait que je sois grande, non. Je me souviens juste de mon père qui, à 12 ans, me dit mais je revenais du cheval et j'étais en train de me réchauffer devant la cheminée et j'étais en culotte parce qu'il pleuvait, enfin, bon, je sais pas, et ça devait être l'hiver. Et il me dit mais qu'est-ce que tu t'es fait aux chevilles Et en fait, je pense que c'est le premier qui a vu, sans qu'on sache le nommer du tout, que j'avais des jambes poteaux. Et en fait, ce qu'on appelait les jambes poteaux à l'époque et qu'on appelle aujourd'hui un lipœdème. Et qui Et est très peu diagnostiqué. Mm. très peu. À cette époque-là, c'était même pas nommé, puisque je crois que le premier, on a posé un nom sur cette pathologie dans les années 90. Donc, tu vois, là, on est 10 ans plus tôt. Et c'est le premier qui a vu quelque chose. Et moi, j'ai dit, bon, non, je sais rien, que quoi. Mais voilà, tu vois, ça m'a pas frappé. C'est juste après, avec le temps, voyant mes jambes changer et avoir cette pathologie, enfin, cette bizarrerie de mes jambes, et on m'a dit, ah oui, mais toi, t'as les jambes de ton arrière-grand-tante. Voilà, en fait, ça s'est repositionné dans une espèce De d'é- lignée. de Mm. lignée familiale. Et d'ailleurs, c'est un truc que je dis beaucoup à mes patientes, c'est quand elles reprochent quelque chose à leur morphologie, je leur dis à qui vous ressemblez dans la lignée familiale. Et souvent, c'est aidant, je trouve, de pouvoir se dire, Mm. ah bah oui, finalement, je suis pas un truc bizarre, je viens d'un conduit, d'un arbre. Mm. Donc si j'entends bien, finalement, dans ton enfance, dans ton adolescence, il y a des petites remarques par ici, par là, mais qui sur le moment ne te choquent pas plus que ça. Tu passes à travers effectivement les années 90, dont moi je fais partie. Hein. J'ai grandi dans les années 90, début des années 2000, où il y a beaucoup d'injonctions faites aux femmes, aux jeunes filles. Et on pourra en parler encore aujourd'hui. Mais toi, tu passes à travers tout ça, si je comprends bien. Et non, il y a un Alors, petit à bémol. travers et pas tout à fait, puisque je suis en train Mm. de réfléchir que je fais mon premier régime à 17 ans. Je suis pas du tout d'une Mm. famille où on fait des régimes. Donc, c'est vraiment moi ou la société ou je sais pas. 17 ans et on est en 85. Mm. Donc quand même, et ce premier régime, je vais voir mon généraliste, il me donne, je réalise aujourd'hui la folie du truc, il me donne un papier pour faire un régime 1000 calories, que je suis À la hyper lettre. straight, et c'est le début de ce truc des régimes, enfin l'effet yo-yo, voilà, je l'ai découvert Mm. À ce dans ces moment-là. années-là. Et j'ai même pris, ouais d'ailleurs, j'avais même pas 20 ans, il m'a même donné à un moment donné de l'isoméride. Donc il devait y avoir quand même de ma part une demande assez costaud pour maigrir, puisqu'il me donne ça. Et si tu pouvais grimper dans la DeLorean de Marty McFly, alors j'imagine que tu vas avoir la référence et que tu pourrais retrouver cette jeune femme de 17 ans qui fait son premier régime. Si tu pouvais partager un moment avec elle, un repas avec elle, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bah alors je lui dirais beaucoup de choses. J'aurais envie de lui dire tellement de choses. Tout ce que je dis aujourd'hui à mes patientes, je lui dirais que tous les corps sont différents, que c'est ce qui fait aussi ma singularité, ma particularité, mon individualité, aussi un peu ma personnalité, parce que d'une certaine manière, tu t'investis pas dans ton corps de la même manière quand tu fais 1,75 m et que tu es plutôt charpenté, que quand tu fais 1,52 m et que tu pèses 47 kilos. Donc, je lui dirais ça, je lui dirais surtout, démarre pas ces régimes parce que ça va Mhm. t'amener forcément à de l'insatisfaction, forcément à de la
du conflit avec tes aliments, ça va t'amener à glisser dans un schéma qui va se répéter jusqu'au jour où tu t'arracheras les cheveux en sachant plus quoi faire avec tout ça. Et je lui dirais d'être douce et tendre avec elle. Sacré beau programme. Et tu l'as dit, finalement, à 17 ans, il y a quelque chose qui s'enclenche et puis il va y avoir ensuite des régimes yo-yo, des hauts et des bas. Et j'ai envie de faire le parallèle avec aujourd'hui, ta casquette professionnelle. Je crois qu'on choisit pas par hasard d'aborder l'alimentation sous l'angle de la psychologie et je parle du coup par expérience. Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à en faire ton métier il y a finalement 20 ans, bien avant que ce soit un sujet présent dans le débat public? Et bien après mes études initiales. En fait, moi j'ai fait 3 ans de médecine à 17 ans. Quand j'ai eu mon bac, 3 ans de médecine, j'ai fait 2 premières années et une deuxième année. Donc j'ai eu mon concours et en fin de deuxième année, j'étais partie pour redoubler ma deuxième année. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi cette vie en fait? Moi, je croyais qu'une fois passé la première année, tout irait comme sur des roulettes. Mais en fait, non, la deuxième année c'est dur, la troisième année c'est dur, la quatrième année c'est dur, après il y a l'internat, etc. Et on avait un parrain, un médecin du CHU. J'étais à Besançon, dans le Doubs. Et il nous a présenté son travail. Et je me suis dit, mais c'est pas du tout ce que je veux faire. En fait, ce que je voudrais faire, c'est être médecin de campagne. Parce que mon fameux oncle, le médecin généraliste, nous avait emmenés depuis tout petit dans des consultations. Et c'était vraiment le médecin que j'avais envie d'être. Sauf que j'avais pas envie de la vie de campagne à ce moment-là. Moi, j'avais envie de vivre, de découvrir, d'aller La vie citadine. de la vie citadine. Donc je me suis dit en fin de deuxième année, mais en fait, je suis en train de me fourrer dans un tunnel et une impasse, en tout cas par rapport à ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai arrêté médecine, c'était très douloureux et j'ai commencé psycho, enfin j'ai fait psycho. Vraiment, ça a été douloureux à plein de niveaux, mais finalement, je pense qu'avec psycho, j'ai fait quelque chose de plus cohérent par rapport à mon envie et le contact que j'avais envie d'avoir avec les personnes que ce que j'aurais eu en médecine moderne, on va dire. Et puis, au bout de 20 années en psycho, alors, dans un premier temps, j'ai eu besoin de m'éloigner de toute la sphère médicale. Donc, j'ai fait psycho du travail. Psychosocial, psycho-expérimental, une double maîtrise, puis ensuite psycho du travail. J'ai travaillé dans les ressources humaines en accompagnement du changement, mais c'est marrant parce que tout ça, finalement, ça me sert aujourd'hui énormément. Psychosocial, par exemple, on est un individu dans une culture alimentaire, dans des normes esthétiques, dans des croyances sociales ou psychosociales, dans une éducation donnée. Donc finalement, tout ça, c'est des thèmes que je connais. Et au bout de 15 ans, je me suis dit, chez un nutritionniste qui me demandait comment j'allais, qui m'a posé vraiment cette question, comment allez-vous? Et là, j'ai commencé à lui sortir un discours très, ça va, super, j'ai un enfant, génial, j'ai une maison, top, et voilà, et un boulot. Et là, je me suis arrêtée sur un boulot, je me suis dit, mais en fait, ce boulot, tu peux plus le saquer. Il y a un truc qui t'es pas du tout aligné. D'ailleurs, c'est le dernier nutritionniste que j'ai vu, c'est marrant. T'es pas du tout aligné et j'ai réfléchi à ce qui ferait sens pour moi. Je me suis fait une sorte d'auto-bilan de compétences et ce qui faisait sens pour moi à ce moment-là, c'était d'amener cette dimension alimentaire qui finalement m'avait suivie depuis toute petite dans mes interrogations par rapport à mon corps, dans mon rapport à l'alimentation, dans le côté amour et festif de l'alimentation en famille, sociale, etc. Et je me suis dit, mais en fait, je vais faire un BTS diététique. Parce que si je veux pouvoir parler du corps et de l'alimentation, il faut que je sache, même si je m'en affranchis à un moment donné, il faut que je sache ce qu'on dit aux femmes, aux hommes. À l'époque, je disais tout sauf le poids. Je ne veux pas avoir à traiter, aider des gens par rapport à leur poids. Toutes les autres pathologies, oui, mais pas le poids. Et puis finalement, de façon très évidente, je me suis dit, mais en fait, le poids, il agrège tout ce qui m'intéresse en termes théoriques. Et il y a vraiment quelque chose à aller creuser, un sillon à creuser, que j'ai commencé à creuser en 2004. Et ce qui est une très belle porte d'entrée aussi d'accès à soi. Ah mais complètement. Tu disais, on ne fait pas ces métiers, on ne fait pas psycho par hasard, on ne fait pas diététique par hasard. Je crois que ce sont des métiers dans lesquels il y a à la base un questionnement personnel et dont il faut arriver à s'affranchir d'ailleurs pour être
au service de ses patients et non pas plaquer, ce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux et qui me désole, plaquer l'expérience personnelle comme une sorte de mantra de si j'ai fait ça moi, Ça alors va marcher pour aussi. l'autre. Voilà, ce qui est mais je suis contente aussi d'avoir fait psycho avant diététique parce que ça m'a permis de pas tomber dans ces choses trappes-là. Dans un carcan de finalement, c'est ça la meilleure façon de manger, alors qu'il y a, là, si on parle vraiment du volet alimentation, il y a autant de meilleures façons de manger que d'individus sur cette terre. Tout à fait. Et le fait de les appréhender, ces personnes, avec ma casquette de psychologue, un psychologue, il travaille là-dessus. Il travaille sur la singularité de la patiente ou du patient qu'il a en face de lui. Du coup, tu nous expliques tout ce qui t'a amené aujourd'hui à être la professionnelle que t'es actuellement. Qu'est-ce qui a été le plus inconfortable pour toi dans tout ce cheminement? Quitter médecine. Ensuite, finalement, de choisir la diététique qui a quand même un gros volet pathologie, connaissance des aliments, physiologie, biochimie, donc des choses qui sont quand même très proches de la médecine. Ce qui a été inconfortable, ça a été de reprendre des études à 36 ans, Ouais, c'est courageux. avec un enfant petit. Ça a été à la fois inconfortable, mais en même temps, dans mon fonctionnement, ça m'a enrichi, donné de la matière parce que j'adore les projets. Donc, se former, c'est servir un projet et c'est aussi acquérir des connaissances et se demander en permanence comment on va réussir à les rendre accessibles aux autres, à ceux qu'on va prendre en charge. Donc ça, c'était le premier truc. Le deuxième, c'est que j'ai eu un gros complexe d'infériorité pendant longtemps par rapport aux médecins. Et notamment quand j'ai démarré, j'y arrivais un peu genre, bon bah les psychos, ils s'occupent que des tarés, et les diètes, c'est des esthéticiennes améliorées. Donc si tu veux, j'avais un espèce de truc comme ça où j'avais du mal à aller voir les médecins pour leur dire voilà ce que je peux apporter, comment on peut travailler ensemble. J'ai trouvé aussi beaucoup de dédain par rapport de leur part. Donc ça a été compliqué à un moment donné de me dire mais non, je suis légitime dans ce que je fais, je sais pourquoi j'ai les titres que j'ai et c'est aussi pour ça que j'avais besoin d'être formée à la diététique avec un titre de diététicienne parce que je ne voulais pas qu'on me renvoie en permanence le fait que j'étais, je sais pas quoi, auto-formée ou je ne sais quoi, ou dans un courant un peu parallèle. Je voulais pouvoir parler d'égal à égal avec des médecins. Et la troisième chose, je pense, qui m'a rendue inconfortable, c'est le fait, au tout début, de me dire, mais moi qui ai à peu près fait la paix avec mon poids, mais qui n'est pas un corps standard, comment je vais pouvoir aider des personnes qui vont peut-être remettre en cause ça chez moi. Et en fait, c'est marrant, c'est jamais arrivé. Ou alors, si c'est arrivé, ils me l'ont pas dit, ils sont partis, je les ai pas revus et voilà. Mais en tout cas, j'ai jamais quelqu'un qui m'a dit, mais d'où vous me parlez, vous, regardez-vous. Vous n'êtes pas légitime. C'est jamais arrivé. Mais j'ai été obligée de un peu travailler sur moi-même justement là aussi pour me dire mais justement je suis pas un exemple, c'est pas moi le sujet, c'est la personne en face le sujet et je me mets au service de cette personne et finalement c'est comme ça qu'ils le reçoivent. Merci beaucoup pour ce partage, c'est vraiment très intéressant et je me permets juste de placer, je pense qu'on va aller dans le même sens, que c'est très important de se faire accompagner par quelqu'un qui n'est pas dans la projection de sa propre histoire de vie et qui laisse toute la place à qui vous êtes en tant que patient, en tant que client, hein, peu importe sa casquette professionnelle, et que la posture du thérapeute est extrêmement importante et il faut rester très vigilant parce que on peut vite, quand on se sent vulnérable, quand on traverse une période de vie compliquée, quand on se sent mal dans son alimentation, dans son corps, et bien finalement se faire happer par un certain discours, hein, c'est notre vulnérabilité à ce moment-là qui s'exprime, et ça peut vraiment être dangereux et délétère pour chacun et chacune. Oui, je suis complètement d'accord avec toi, on est complètement alignés et oui, tu fais bien de le dire aux personnes qui nous écoutent parce que il faut qu'ils soient vigilants à la place que prend le thérapeute quand le thérapeute parle de lui, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est juste en train d'essayer d'enclencher ou de déclencher quelque chose chez la personne en face ou est-ce qu'il y a une inversion de polarité et que le patient se retrouve en posture de thérapeute et le thérapeute en posture de se raconter? En effet, toutes les phrases qui commencent par si j'étais vous, qui sont du style non mais moi, ah ben oui, c'est comme moi, ce genre de choses, le thérapeute a pas lieu de les dire.
Gros warning. On peut parler de toi en thérapie en tant que thérapeute quand c'est aidant pour donner un exemple et pour rassurer notre patient, notre client, mais ça s'arrête là. C'est ça. Et comme on parle des patients que tu reçois, et d'ailleurs plus des patientes, comme tu l'as dit tout à l'heure, puisque ton cabinet est davantage rempli de femmes, quelle patiente t'a bouleversée récemment, le plus bouleversée récemment? C'est une nouvelle patiente qui... En fait, c'est marrant et j'ai l'impression que c'est de pire en pire d'ailleurs, enfin en tout cas dans ma manière de le percevoir, avec ma sensibilité. C'est une patiente qui m'a raconté son enfance de violence familiale, mais à un point, voilà. En fait, j'ai deux patientes, une très ancienne et une très récente, qui sont dans ce schéma de violence, notamment du père vis-à-vis d'elle, et avec des ce que j'appellerais quasiment de la torture. Et elles sont adultes aujourd'hui, mais elles sont tellement traumatisées, tellement abîmées, tellement les cicatrices sont tellement vives, avec toujours vis-à-vis des parents cette espèce de remise en cause de mais qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce qui explique qu'un de mes parents ait pu avoir ces comportements ou que l'autre ne m'ait pas protégée. J'avoue que je sais pas pourquoi j'ai de plus en plus de compassion. Et pourtant, je suis pas du tout dans la projection vis-à-vis de, je sais pas du tout mon enfance, mais je sais pas, peut-être que à force d'entendre des parcours de vie, alors il y en a qui sont plus simples que d'autres, et c'est vrai que je trouve que c'est tellement injuste, tellement facile de s'en prendre à un enfant, c'est tellement mauvais. Euh, je suis de plus en plus hérissée ou très choquée par le fait que n'importe qui est fertile peut faire un enfant, et abîmer comme ça des individus, je trouve que c'est d'une injustice terrible. Il y a de plus en plus, j'ai l'impression, de personnes qu'on reçoit qui ont subi des violences, des tortures dans leur enfance. Et alors, ma constatation est très empirique, mais j'ai l'impression qu'il y a un lien vraiment étroit entre troubles alimentaires, mésestime de soi, peut-être alimentation émotionnelle et violences qu'on a pu subir dans l'enfance, que ce soit des violences physiques, émotionnelles ou verbales. Ou sexuelles. Ou sexuelle. Ouais, quand je disais physique, c'est vrai que je pensais à l'inceste, au viol, à des attouchements notamment. Oui, mais même des claques, même des coups, enfin, même ça reste aussi. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que on parle de, je crois. Alors, je suis absolument pas te citer cette source, mais il me semble avoir vu là récemment encore de 3/4 des patients qu'on voit pour des problèmes d'alimentation ou de rapport à soi troublé et d'alimentation troublée. Je ne vais pas parler forcément de troubles du comportement alimentaire, mais d'alimentation troublée auraient des histoires de violence subies. Et aujourd'hui, là, dans ta pratique, après 20 ans, qu'est-ce qui te donne le plus d'élan dans ton métier? Chaque personne est une histoire nouvelle et est un chemin à parcourir ensemble sans savoir comment il va se dessiner. Enfin, tu vois, j'aime que ce soit pas répétitif. Évidemment, ce qui me donne de l'élan, c'est quand quelqu'un dit bah, j'ai avancé là-dessus, je me sens plus libre de ça, c'est fou, ça m'a fait prendre conscience de ceci. Justement, pendant mon enfance, on s'est beaucoup moqué de moi, etc. Donc, bah là, je veux pas reproduire ça avec mes enfants. En fait, de sentir que j'aide des personnes à avancer, à évoluer, à ne pas reproduire des choses qui ont été néfastes pour elles et à se libérer. Enfin, je trouve ça incroyable. C'est nourrissant. Et finalement, c'est la plus grande des gratifications de nos métiers. Clairement. Mais en fait, c'est chouette d'avoir une gratification parce que l'autre va mieux. Tu vois, des gratifications, tu peux en avoir plein. Moi, j'ai fait des médias, des choses comme ça. Tu peux avoir ah, c'était super, c'était très bien, bravo ta chronique, elle a duré juste le temps qu'il fallait, c'est top et tout. Mais en fait, le fond, ce que tu as dit vraiment, enfin, les gens s'en fichent ou bien, tu vois, ça fait de la minute utile, mais bon, voilà.
ou alors ça va être biodégradable à une vitesse incroyable, mais ce travail-là que les gens viennent faire, se mettre face à eux, ce travail sur soi qui est parfois tellement douloureux, tellement affectant, qui va aller chercher des ressources, de l'énergie et tout, et qui te font confiance pour les accompagner là-dedans, et qui te disent, ben j'ai avancé, franchement, c'est magique. Enfin, c'est pas magique, mais il y a un peu quand même, je trouve, dans la rencontre entre un thérapeute et son patient, il y a quand même quelque chose d'assez magique. Bien sûr, et c'est ce qui forge une relation thérapeutique qui est solide. Et je fais le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur le choix du thérapeute. Finalement, même si on trouve une personne qui est parfaitement qualifiée, qui a une super posture, il se peut que le lien ne soit à ce moment-là pas fait, ne soit pas magique, et il a toute son importance dans la conduite de la thérapie. Ah bah, j'ai une petite anecdote là-dessus. J'ai une patiente que j'envoie vers une psy parce que je fais ça aussi. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas psychologue clinicienne. Donc, à ce titre, il y a des moments et je préviens souvent mes patients que je pourrais être amenée à leur dire à un moment ou à un autre que je pense que ce serait judicieux que sur tel sujet, ils travaillent avec un psy. Et ils le reçoivent en général très bien, surtout si je les ai prévenus avant. Et donc, c'était en région parisienne, je lui conseille une psy. Elle revient, me voit, je dis alors, est-ce que vous l'avez rencontrée? Ah oui, ah non, mais c'est pas possible. Ah non, mais c'est impossible. Et moi, je me dis, ah bon, mais c'est bizarre quand même. Enfin, je la connaissais, cette psy. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, ah non, mais elle me fait penser à ma mère. C'était impossible pour elle. Il y avait sûrement des attitudes, des postures, je sais pas quoi, un truc qu'elle avait plaqué, enfin, peu importe. Mais c'était no way. Donc, même quand on vous conseille un psy, un thérapeute, un diététicien, qui que ce soit, attachez-vous toujours à laisser parler vos ressentis. Et on le sait, on a un métier où on ne peut pas, ça peut pas fitter avec tout le monde, ça peut pas marcher, être une relation, une alliance thérapeutique à chaque fois. C'est pas grave, c'est pas nous qui sommes remis en cause, c'est le fait que ça ne se fait pas avec certains patients. Et donc, il faut que le patient soit capable de dire non, c'est pas avec vous. Et il se rejoue plein de choses dans le non, et dans le fait aussi de poser ses limites et de faire ses propres choix. Exactement. Quel mythe tu aimerais déconstruire, tu voudrais vraiment déconstruire une fois pour toutes, que ce soit sur la nutrition ou sur l'image corporelle? J'aimerais déconstruire le fait que on fait croire aux femmes que il y a un corps juste, Normé. normé, bien, enfin un corps acceptable, ouais, et accepté, et que ce corps ne va pas changer au fil de la vie. Ce truc-là, il me. Alors, je pense que c'est aussi parce que j'ai l'âge que j'ai. Si tu veux, peut-être que quand j'avais 30 ans, de toute façon, je faisais pas encore ce métier, mais peut-être que j'aurais même pas eu l'idée de me poser cette question. Mais là, j'ai vu tellement de femmes passer à travers tellement d'événements de vie de femmes avec leur corps qui a changé et la souffrance qu'induit le fait de se dire je devrais réussir à retrouver mon corps d'avant. Alors qu'on le sait bien, que d'un bout à l'autre de la vie, le corps, il ne cesse de changer. C'est même Le b.a.-ba de la vie. Oui, c'est ça, la preuve même qu'on est en vie. C'est qu'on change, que la vie est un équilibre instable. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Simone de Beauvoir, et que le but de la vie, c'est de changer. Et c'est de reconquérir un équilibre. Et voilà, j'aimerais que cette phrase de Simone de Beauvoir, elle soit une sorte d'évidence pour tout le monde. Oui. Et qu'elle puisse résonner, et que finalement, les injonctions faites aux femmes et le contrôle du patriarcat sur le corps des femmes, l'apparence corporelle, puisse sauter, parce que finalement, quand on est aussi focalisé sur son apparence, qu'on veut absolument, je sais pas, on a 50, 60 ans, on veut absolument coller à l'image qu'on avait quand on avait 20 ans, 30 ans, et bien c'est autant de temps, de charge mentale qu'on investit sur des sujets qui ne nous permettent pas de nous épanouir vraiment et d'avoir une vie qui est équilibrée, comme tu le disais. Oui, c'est marrant parce que ça, c'est un truc qui est très très nouveau, en effet, de rattacher ça à cette espèce de pression qu'on met sur les femmes et qui, en effet, est décidée la plupart du temps par des hommes. Et c'est compliqué de se défaire de ça et de déconstruire ça, même chez les femmes. Enfin, je pense que tu le vois aussi chez tes patientes, mais tes clientes, je sais pas comment tu dis, mais ce que je vois, c'est que
parfois, c'est tellement intériorisé, c'est tellement internalisé que c'est difficile de faire le tri entre mais c'est ce que je veux moi, mais ce que je veux moi, dans quelle mesure est-ce que c'est un choix libre et éclairé ou est-ce que c'est quand même un écho de ce qu'on a projeté sur moi, ce qu'on m'a dit, les injonctions que j'ai reçues depuis que je suis bébé en fait. Et c'est extrêmement difficile de faire le tri. On peut parler aussi de grossophobie. Moi, je pars du principe qu'on est tous grossophobes. Peut-être que la grossophobie est intériorisée, même si j'ai envie de dire le contraire. Je crois qu'il y a vraiment une injonction sociétale qui nous transperce. C'est effectivement faire le tri à un moment donné de ce qui est du moi, de ce qui m'a été transmis. C'est extrêmement compliqué. Et c'est vrai que j'évoquais le patriarcat, mais finalement, en tant que femme, on véhicule aussi cette idée-là. On élève nos enfants avec l'image qu'on leur donne. Alors attention, il n'y a pas de culpabilité à avoir dans mes propos. Je fais face aux mêmes difficultés aujourd'hui en tant que mère, mais c'est vrai que ces injonctions faites sur le corps qui évolue au fil des années, des grossesses, tous les événements de vie qu'on va traverser sont très compliqués à appréhender. Oui, tout à fait. C'est vrai que je pense que tu l'entends aussi, mais moi j'ai beaucoup de mamans qui disent je veux surtout pas. En fait, ça me fait peur parce que je ne veux pas qu'elle ait le même parcours que moi. Et finalement, en ne voulant pas qu'elle ait le même parcours qu'elle, il y a de grandes chances qu'elle ait le même parcours parce que aux mêmes causes et mêmes effets, c'est-à-dire je vais la coller au régime. Non, mais c'est pas vraiment un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire. Oui, ben c'est un régime en fait. Et puis je vais lui donner des pommes pour le goûter et les autres auront des je sais pas quoi, des barres au chocolat et elle va être ostracisée, elle va être stigmatisée et ça sous-entend qu'elle n'est pas dans un corps qu'il faut, donc qu'il faut réorienter ça le plus tôt possible. Et c'est en fait extrêmement... ça peut se reproduire pendant des décennies si on ne met pas en effet le holà. C'est pour ça que pour moi, ça compte aussi l'idée de dire, mais d'inclure dans le corps des fillettes et des petits garçons d'ailleurs l'idée que leur corps va changer, pas seulement jusqu'à la puberté, mais dans leur premier temps d'âge adulte et puis ensuite pendant leur vie adulte et puis ensuite et ainsi de suite. Je trouve que ce serait logique de dire, tout comme d'ailleurs leur doudou change, entre le doudou acheté tout neuf, bien gonflé et les doudous réparés 1000 fois. On pourrait se servir de ça aussi pour expliquer les changements, pour montrer que quelque chose avance dans la vie et que en avançant, on perd des plumes, on en acquiert d'autres, on a des cheveux qui blanchissent, on a des seins qui poussent. Enfin, bref, on peut toutes les étapes de la vie, on peut les comparer à ça. Et ça devrait être un non-sujet. Après, je pense que le changement, puisque je t'ai dit que ça avait été mon sujet dans mes premières années de vie professionnelle, le changement, c'est un sujet pour l'humain. Quel que soit de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du corps? Est-ce qu'on parle du travail? Est-ce qu'on parle de la société? Est-ce qu'on parle de la langue française? C'est toujours un sujet. C'est-à-dire qu'on est assez néophobe pour le coup, de façon générale. On a un peu peur de la nouveauté. Il va falloir s'adapter. Il va falloir trouver des ressources. On n'est pas sûr. On préférait comme c'était avant. D'ailleurs, il y a qu'à voir les personnes vieillir et qui finissent toujours par, à un moment donné, comparer le réel, l'existant, l'actualité à avant. Et c'était toujours mieux avant. Toujours. Donc, je pense que accompagner l'idée que toute la vie, c'est une adaptation au changement, c'est plutôt bien d'en parler. Parce que sinon, c'est extrêmement flippant. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que dans ce cas, on parle plus de rien et on se retrouve devant des tabous. Mais en tout cas, on pourrait l'accueillir avec peut-être de la neutralité ou peut-être un émerveillement de la découverte, mais pas d'étiquette négative sur ce corps qui change. C'est ça, d'être plus factuel sûrement. Ouais. Quelle est la question, Laurence, que t'aimerais qu'on te pose plus souvent et que là, j'ai pas eu le temps de te poser? Ah non, ça c'est trop dur. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me pose plus souvent? Peut-être que ce que j'aimerais qu'on me pose plus souvent comme question, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier. En fait, là j'ai parlé du parcours professionnel, mais tout au fond, qu'est-ce qui m'a donné envie d'accompagner des personnes pour les aider à mieux vivre leur rapport à leur alimentation et leur corps. Et qu'est-ce qui t'a donné envie alors?
C'est, je pense, ma grand-mère et ma mère, ma grand-mère maternelle et ma mère, ma mère maternelle, donc c'est le côté grande famille de ma famille. Ma grand-mère était ouvrière et quand elle a été à la retraite, elle adorait cuisiner. Elle était d'origine suisse-italienne, donc elle avait un petit côté un peu exotique, tu vois. Elle adorait cuisiner et en fait, elle allait cuisiner l'été dans des familles dans le sud de la France où elle s'occupait de leur préparer les repas pour toutes des grandes familles. Et ma grand-mère maternelle, donc suisse-italienne, assez taiseuse et tout, elle savait pas dire je t'aime autrement que en donnant à manger. Et ma mère est un peu comme ça aussi. Et elle traduit en fait son amour, son affection, son attachement à travers des plats qu'elle réalise, des choses qu'elle sait qu'on adore, etc. Et je trouve que cette symbolique, en fait, que j'ai ressenti très très tôt dans ma vie, cette symbolique de l'alimentation, je pense que c'est vraiment ce qui a drivé mon chemin. Ton parcours et ton envie. Ouais. Et qui a ouvert, si tu veux, les portes de, ben non, l'alimentation, c'est pas juste de l'énergie ou des nutriments, c'est d'autres choses, et ces d'autres choses, c'est quoi, et c'est quoi au niveau social, et c'est quoi au niveau symbolique. Et là, bah, ça y est, quoi, j'avais C'est la porte ouverte. J'avais l'esquisse. Alors, je te remercie, Laurence. Notre échange touche à sa fin. Et je te remercie encore une fois d'avoir accepté mon invitation et partagé tout ce que tu nous as partagé avec autant d'authenticité et de sincérité. Pour celles et ceux qui aimeraient continuer à te suivre et à en apprendre davantage sur ton travail ou même sur toi, où est-ce qu'on peut les réorienter ? Alors, sur mon compte Instagram, et notamment dans la bio de mon compte Instagram où on trouve les livres, etc. Donc sur Instagram, je m'appelle ou Laurence Aura ou la psy des kilos. On me trouve assez facilement sous ce nom-là. Sinon, j'ai un site internet qui est www.laurenceaura.com avec un H à Aura, H-A-U-R-A-T, donc ça, c'est pas forcément évident. Et puis les 2 livres que tu as cités, qui sont pour et si vous trouviez enfin votre poids idéal, dont je déteste le titre, qui est un outil vraiment, enfin que j'ai voulu très outillant pour les personnes, qui permet quand même de déblayer pas mal de choses sur la question de son rapport à l'alimentation et à son corps. Il est très intéressant. Merci. Et sinon, pour des personnes qui se posent plus la question de comment préparer la périménopause, qu'est-ce que c'est ce temps de vie des femmes dont on parle pas encore assez, me semble-t-il, c'est la révolution ménopause. Et c'est noté, et je mettrai du coup toutes ces références dans les notes de l'épisode pour que ce soit plus facile pour nos auditeurs. Merci beaucoup. Et ne partez pas tout de suite, j'ai quelque chose d'important à vous demander. Si cet épisode vous a plu, notez-le ou suivez-le sur votre plateforme d'écoute. C'est rapide, c'est simple et moi, ça va m'aider à continuer de créer du contenu qui vous parle. Et n'oubliez pas de le partager à vos proches ou sur les réseaux sociaux pour le faire vivre. Merci d'avance pour votre contribution et à très vite dans En cas de tracas.